Nos francs pour les populations du nord du Mali pour la seule année 2012. Par ce montant, les États-Unis, à travers l'USAID, s'engagent dans l'effort de soutien aux populations sous occupation. La crise syrienne, Kofi Annan à bout de souffle, il jette l'éponge. Son plan de sortie de crise connaît de sérieuses difficultés. La communauté internationale reste toujours divisée sur les moyens de sortie de crise. En ce mois de Ramadan, il est courant de voir des entraîneurs attribuer la défaite de leur équipe à la pratique du jeûne par des joueurs. Alors la question, peut-on concilier Ramadan et sport de haut niveau? La réponse dans ce journal. Nous sommes vendredi 3 août, déjà le 15e jour du mois de Ramadan. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Suite des consultations du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré a reçu ce matin une délégation du Front pour le Mali et la République, celle des syndicats de justice et associations des droits de l'homme, ainsi qu'une délégation de la société civile et des Maliens de l'extérieur. Au cours de ces différentes rencontres, les principaux sujets évoqués sont relatifs au renforcement de l'unité nationale et au respect des libertés individuelles, entre autres. Bourama Traoré était présent, il a suivi pour nous. Vendredi 3 août 2012, une autre journée bien chargée pour le président de la République par intérim. Il était 10h53 quand une délégation du Front pour le Mali et la République arrivait à la résidence présidentielle. 11 minutes après, le président Dioncounda Traoré rejoint la dite délégation. Les échanges vont durer 50 bonnes minutes, au terme desquels un message d'unité du Front pour le Mali et la République. Le FMR pense et estime qu'il faut plus de cohésion sociale, plus de confiance en nos institutions pour aller vers l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est l'unité nationale, qui est la condition sine qua non pour la paix sociale, la stabilité sociale et même pour l'élément fondamental qui est la reconquête des régions du Nord. Une autre délégation reçue par le président Traoré, c'est celle des syndicats de justice et associations des droits de l'homme. Une entrevue de 2 heures environ, au centre de laquelle les violations des libertés individuelles et droits de l'homme au Mali. Une problématique sur laquelle les différentes corporations ont attiré l'attention du chef de l'État. Quelle que soit l'architecture qu'on va penser ou imaginer, il est important que cette architecture repose sur un socle. Et ce socle ne peut être que l'état de droit. Et il est important que les droits soient respectés, que les libertés publiques et individuelles soient respectées. Dernière délégation reçue ce vendredi par le président de la République par intérim, c'est celle de la société civile et des Maliens de l'extérieur. Cette délégation s'est entretenue avec le chef de l'État sur ces différentes propositions auxquelles elle se dit favorable. Nous avons adhéré à toutes les propositions qui ont été faites et je pense que tout le monde, sans exclusive, nous avons tous approuvé. Bien sûr, nous avons quelques petites inquiétudes, par exemple les validations, à quel moment il nous a donné apaisement. Et je pense que nous sommes sortis vraiment très satisfaits de cet entretien avec le président de la République. C'est ce samedi que prendront fin les consultations du président de la République par intérim en vue de la formation d'un nouveau gouvernement d'union nationale. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Sadio Laminso, quitte Bamako demain pour Niamey, où il prendra part à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du champ. Cette réunion examinera la situation sécuritaire préoccupante qui prévaut dans la zone sahélo-saharienne. La dite réunion enregistrera également la participation du Nigeria en qualité d'observateurs et de celle des organisations sous-régionales et régionales comme la CEDEAO, l'Union africaine et de l'ONU. Le parti politique, le parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI, vient de porter plainte contre la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Cette requête du parti SADI vise à informer l'opinion nationale et internationale sur les fondements juridiques de la transition d'un pays en guerre. La nouvelle a été portée à la connaissance des journalistes hier jeudi et c'est au nom du SADI que cette conférence a
été animé par Philippe Zadi, un avocat ivoirien inscrit au barreau sud-africain. Djemba Moussa Konaté était présent à cette conférence de presse. Apprécier la légalité des mesures de transition imposées par la conférence des chefs d'État et gouvernement de la CEDEAO à l'endroit de notre pays, c'est le principal motif consigné dans une plainte du parti Sadi déposée devant la Cour de justice de la CEDEAO. Sadi a sollicité également dans sa requête des mesures conservatoires pour interdire aux États membres et aux institutions de la CEDEAO toute action susceptible d'entraver un règlement judiciaire de la procédure enclenchée. À travers cette conférence de presse, les membres du bureau politique de Sadi voulaient donc informer les journalistes sur les fondements juridiques de la transition au Mali. L'institution d'une transition en cas de non-tenue de l'élection présidentielle à l'expiration de l'intérim de la présidente de la République est une révision de la Constitution. Or, il résulte de l'article 118, alinéa 3 de cette Constitution, qu'aucune révision de la Constitution ne peut s'opérer lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, comme dans l'hypothèse de l'occupation du Nord par les groupes armés. Au total, ces accords qui servent de support à la transition n'ont aucune base légale au regard du droit positif malien et nous conduit à apprécier leur légalité par rapport au texte régissant la CEDEAO. L'Assemblée nationale n'a pas révisé elle-même la Constitution et il se trouve qu'elle a délégué implicitement à la CEDEAO l'exercice d'un pouvoir constituant dérivé qui lui avait été constitué par la Constitution sans que celle-ci ne prévoie qu'elle pouvait la déléguer à un autre organe. Ce faisant, elle a modifié de son propre chef et sans y être habilité les règles constitutionnelles relatives à l'attribution de la compétence constituante qui s'imposait à elle. C'est donc commettre une violation au fond dont il est inutile de souligner l'extrême gravité. Concernant la capacité de Sadi d'assigner les décisions de la CEDEAO en justice, le conférencier a édifié les journalistes en certifiant que le parti Sadi est doté de la personnalité morale. De ce fait, il peut saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Un autre point soulevé par les journalistes, le délai de traitement d'une telle affaire et les recours possibles. Sur ce dernier point, le conférencier a affirmé que l'instruction peut prendre 6 mois, voire 1 an environ. La Convention nationale pour une Afrique solidaire, Faso Here, elle exprime son indignation suite à la lapidation ayant entraîné la mort d'un couple à Aguelok par des groupes djihadistes et terroristes. La CENAS engage le gouvernement à tout mettre en œuvre pour libérer sans délai toutes les localités du pays occupées par ces groupes avec l'appui de la CEDEAO et des organisations internationales. Le taux d'admission au diplôme d'études fondamentales DF session de juillet 2012 connaît une augmentation par rapport aux 2 dernières années. Sur plus de 193 000 candidats qui ont composé, 70 801 ont été déclarés admis, soit un taux de reçu de 34,54%. L'heure du mérite a sonné et chaque élève doit compter sur l'effort personnel. Et compte tenu de la situation dans le septentrion, une session spéciale sera organisée à l'intention des élèves déplacés n'ayant pas composé pendant la session précédente. C'est ce qui ressort de l'entretien que le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation a accordé à notre reporter Mohamed Diarra. En 2010, il y avait 32,54%. En 2011, il y a 32,89%, à peu près 33%. Et en 2012, vous avez 36,54% d'admis, pour un effectif d'admis total qui correspond à 70 801 candidats. Bon, ce taux légèrement plus élevé que celui des années précédentes s'explique par la détermination du département appuyé par l'ensemble du gouvernement malien. Les examens cette année se sont déroulés dans un contexte particulier, marqué par la situation au nord. Alors quel est le sort réservé à ces candidats déplacés? C'est vrai qu'il y a eu des perturbations en début d'année. Il y a eu aussi la crise du Nord. Mais le département a pris toutes les dispositions pour organiser des cours de rattrapage
non seulement les jeudis après-midi, les samedis et quelquefois même les dimanches. En plus de cela, la réforme du système éducatif a pour but d'améliorer le taux d'année en année. Et ça fait 2 ans que nous appliquons cela. Et les parents d'élèves ont compris, aussi bien que les élèves, qu'il faut compter plus sur la capacité intellectuelle de l'élève, compter plus sur la moyenne obtenue dans la salle de classe que sur les moyennes annuelles. Aucun candidat, je dis bien aucun candidat n'a été repêché au DF. Les candidats déplacés dans les régions du Sud qui se sont inscrits ont composé, ceux qui le souhaitaient ont composé avec leurs camarades du Sud. Ceux qui ont appris qu'il y a une session spéciale qui sera organisée en octobre dans leur intention, certains ont décidé de ne pas composer, d'attendre la session spéciale. Maintenant, ceux qui n'ont pas composé à la session ordinaire de juillet pourront composer à la session spéciale d'octobre avec leurs camarades qui sont restés au nord ou qui sont déplacés dans les pays voisins. Et il y a des cours de remédiation qui ont été organisés à l'intention de ceux qui ont déjà composé, et ces cours de remédiation vont continuer avec l'appui des ONG, n'est-ce pas, et de beaucoup de partenaires qui ont appuyé l'éducation. J'insiste particulièrement, la session spéciale est organisée exclusivement pour les candidats des régions du Nord qui n'ont pas composé. Alors, est-ce que vous avez déjà un calendrier par rapport à cette deuxième session spéciale? Bon, le calendrier sera peaufiné après les résultats du DF et donc il faudrait recenser le nombre de candidats inscrits venant du Nord, ceux qui ont composé et ceux qui n'ont pas composé. Donc c'est après cela que le calendrier sera peaufiné. Une session spéciale donc pour les candidats au DF des régions nord du Mali. Je vous le disais dans les titres, plus de 34 milliards de francs CFA, c'est l'assistance humanitaire que les États-Unis entendent consacrer au Mali pour l'année 2012. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse animée par l'administratrice en charge du Bureau de la démocratie, des conflits et de l'aide humanitaire de l'USAID. Cette assistance est destinée aux populations victimes du conflit du Nord et de la sécheresse dans le Sahel. Nous retrouvons Mohamed Jarrah. Les États-Unis suivent de plus près la situation sécuritaire au Mali. Le pays de l'oncle Sam se dit préoccupé par la situation humanitaire au nord malien, avec comme corollaire la crainte d'une crise alimentaire. L'administratrice déléguée de l'USAID en visite au Mali a voulu en savoir plus en se rendant à Mopti où elle a rencontré la population déplacée vivant en 5e région. Compte tenu de la situation, les États-Unis vont renforcer la sécurité alimentaire. Cette volonté s'est traduite par la mise à la disposition du Mali de la somme de 68 millions de dollars, soit plus de 34 milliards de francs CFA. Nous avons le financement qu'il faut, nous avons l'engagement qu'il faut, nous sommes décidés à apporter notre assistance, donc il nous faut cet accès-là afin que notre assistance puisse parvenir aux populations les plus vulnérables. Autre sujet évoqué au cours de la conférence de presse, l'invasion acadienne et la recrudescence du choléra, des problèmes qui préoccupent aussi les États-Unis. Nous n'avons pas constaté d'épidémie de choléra à Mopti. En fait, l'épidémie n'a pas encore atteint Mopti, mais il y a de très grands risques. Il y a une épidémie au nord, mais il y a de grands risques à cause du développement, à cause du mouvement des populations, ce qui peut amener. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des soins de santé. Les journalistes doivent jouer leur rôle à cet effet pour donner la bonne information. Vous, journalistes, justement, vous êtes dans l'unique position de pouvoir faire en sorte que les populations sachent ce qui se passe. C'est grâce à vous que l'opinion peut avoir les données. Et donc, il est important qu'il y ait de bons journalistes dans le pays afin que les messages puissent passer. L'administratrice de l'USAID a réaffirmé la détermination des États-Unis et de ses partenaires à accompagner le Mali pour une sortie rapide de crise.
L'actualité hors de nos frontières, crise syrienne du nouveau avec la démission surprise de Kofi Annan, l'émissaire pour les Nations Unies et la Ligue arabe. Kofi Annan motive cette décision par l'échec de son plan dans son application. La militarisation croissante sur le terrain et le manque évident d'unité au Conseil de sécurité ont fondamentalement modifié les circonstances de l'exercice effectif de ma mission, a-t-il précisé. Il aura fallu 5 mois pour que Kofi Annan finisse par démissionner. Le médiateur de l'ONU et de la Ligue arabe en Syrie jette l'éponge. Il explique les raisons de l'échec de son plan de paix. Le bain de sang continue en grande partie à cause de l'intransigeance du gouvernement syrien. Mais il y a aussi une escalade militaire de la part de l'opposition. Et tout cela vient s'ajouter au manque d'unité de la communauté internationale. Kofi Annan s'est rendu plusieurs fois à Damas pour rencontrer Bachar el-Assad. Son plan de paix n'a jamais reçu le soutien escompté. La France, qui préside actuellement le Conseil de sécurité des Nations Unies, évoque une impasse dramatique. Ce qui est évidemment aussi très grave, c'est le sentiment que nous n'avons plus, ou nous n'avons pas, et d'ailleurs nous n'avons peut-être jamais eu, de processus politique. Il n'y a pas de processus politique, il n'y a pas de processus de négociation en cours. Par 3 fois, Pékin et Moscou se sont opposés au plan de paix devant le Conseil de sécurité. C'est avec aplomb que Vladimir Poutine salue pourtant les efforts de Kofi Annan et appelle à trouver sans attendre son successeur. La démission de Kofi Annan est très regrettable. C'est un homme respectable et un brillant diplomate. J'espère que les efforts de la communauté internationale vont se poursuivre dans le même sens pour réduire les violences. Ces dernières semaines ont été les plus meurtrières depuis le début du conflit. Les forces du régime syrien ont repris vendredi leur bombardement des quartiers rebelles près de Damas et à Alep. L'opposition reconnaît quant à elle avoir usé pour la première fois de chars d'assaut volés au régime. Cinquantenaire de l'Organisation panafricaine de la femme, OPF, nous retrouvons l'actualité nationale. Acquis et défis et attentes des femmes sur le plan national et régional, c'est le thème d'une conférence débat initiée ce matin par le Bureau Afrique de l'Ouest de l'organisation en collaboration avec le ministère en charge de la promotion de la femme. Notre reporter Ramata Konaté a suivi cette conférence débat pour nous. Après 50 années de lutte en faveur de l'épanouissement des femmes, quel bilan pour l'Organisation panafricaine des femmes? Aujourd'hui, les femmes africaines peuvent se glorifier du fait que cette organisation a pu amener ensemble toutes les femmes de l'Afrique qui aujourd'hui parlent d'une seule voix. L'organisation a contribué à toutes les luttes, à la lutte de libération d'abord du continent du joug colonial et à l'émancipation des femmes. Les premières activités d'alphabétisation et d'activités créatrices de revenus ont été initiées par l'OPF à travers toute l'Afrique. Un tableau quelque part reluisant, mais jugé insuffisant au regard des multiples défis à relever, dont l'application des engagements pris par les pays membres de l'organisation. Ce n'est pas suffisant parce que la condition sine qua non pour que les femmes puissent s'épanouir dans nos différents États, c'est qu'il faut que ces textes soient mis en œuvre, afin que les femmes puissent en jouir, en bénéficier. Il y a beaucoup de pays qui signent, c'est vrai. Je prends par exemple le cas du protocole de Maputo, où qui ont signé, seuls 26 ont ratifié. Dans tous les cas, les participantes attendent beaucoup de l'OPF et de ses partenaires. Parmi leurs attentes, une plus grande implication des femmes dans les prises de décision. Les attentes sont toujours le renforcement de capacités des femmes et surtout l'implication, renforcer l'implication des femmes dans les prises de décision. Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, sur 147, il n'y a que 15 femmes. Les autres attentes des femmes, c'est d'aller ensemble, renforcer leur solidarité. La centaine de femmes ont été édifiées sur 3 sujets, à savoir les acquis et défis de l'OPF sur le plan régional et national, les impacts de la crise du Nord et la recherche d'une voie de solution à la crise.
L'actualité dans nos régions, en 5e région, 13 millions de francs CFA, c'est le coût de l'appui qu'une coalition de sociétés minières basée en Inde vient de remettre aux déplacés des régions nord du Mali à Sévaré. Cette donation, constituée de riz, de moustiquaires, est le fruit du partenariat entre cette coalition et l'association Cris de Cœur. En 4e région, une réunion bilan sur la protection des enfants se tient depuis hier à Ségou. Cette rencontre vise à répertorier l'ensemble des données relatives à la protection de l'enfant pour une meilleure prise en charge des activités. Kandesila, un de nos correspondants à Ségou. Ils sont plus de 5600 enfants talibés mendiants et répertoriés en 2011 dans la région de Ségou. Ce chiffre n'est qu'un échantillon du nombre d'enfants en difficulté dans la région. C'est pour trouver une solution urgente à la problématique que se tient cette rencontre qui regroupe plusieurs responsables et acteurs chargés de la protection de l'enfant ainsi que des services techniques. Par exemple, si je prends l'enregistrement à la naissance, il n'y avait pas de données sur l'enregistrement à la naissance. Mais actuellement, on sait que on connaît le taux d'enregistrement à la naissance. Donc, partant de ça, on peut avoir des partenaires. La banque de données s'articulera autour des indicateurs majeurs relatifs, entre autres, à la traite des enfants, les abus et violences, les enfants en conflit avec la loi ou la situation des filles migrantes. Les données qui seront consolidées par les experts permettront à la région d'avoir un outil plus fiable en matière de planification. C'est pourquoi, au nom du département de la promotion de la femme, Mme Diallo Mamadjara, tout comme le directeur de cabinet du gouverneur de Ségou, Oumar Baba Sidibé, ont tour à tour salué cette initiative et ont demandé un examen minutieux des données en vue de les rendre plus fiables et plus exploitables. Notre compatriote Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, fait partie, tenez-vous bien, de la liste des 50 personnalités les plus influentes d'Afrique. Cette information a été publiée par le magazine Africa Report dans son édition du mois d'août et septembre. La présence de Michel Sidibé dans cette liste de personnalités influentes du continent africain est un témoignage de son leadership dans la riposte mondiale face au sida. Son expérience diplomatique et son expertise technique sont appréciées de par le monde. En marge de la 19e conférence internationale sur le sida tenue à Washington du 22 au 27 juillet dernier, il a été chaleureusement félicité par le président Barack Obama pour son leadership et son engagement dans la lutte contre le VIH-Sida. À présent, nous ouvrons la page sport de ce journal, Sport Football, championnat national de Ligue 1. Le match en retard de la 25e journée a vu la victoire 2-0 de l'AS Real devant la Jeanne d'Arc de Bamako. Auparavant, pour le compte de la 27e journée, l'ASCO et le club olympique de Bamako ont fait match nul, 2 buts partout. C'était hier au stade Modibo Keïta, un compte-rendu signé de Kumba Nyambele. Pour cette journée, l'ASCO 6e au classement provisoire avec 42 points plus 8 est face à son premier poursuivant, le COB 7e avec 38 points plus 8 au goal différentiel. L'objectif de chacune de ces deux équipes est d'améliorer sa position au classement à 3 journées de la fin de la saison 2011-2012. À l'aller, les jeunes de Korofina l'avaient emporté 1-0. C'est dans ce contexte que l'ASCO entame le match avec une légère domination qui lui permet d'ouvrir le score dès la 7e minute par Boubacar Diarra. 4 minutes plus tard, Sidiki Kourouma double la mise. Menés par le score de 2-0, les Olympiens se relancent avant la pause grâce à Ismaël Sidibé qui réduit le score sur penalty. Galvanisé par ce but, Djibril Traoré signe le but égalisateur à la 40e minute. 2-2, ce score conduit les acteurs au vestiaire. Au retour, l'assistance aura droit à un match équilibré. Malgré une faible affluence dans les gradins, le capitaine du COB, Ismaël Sidibé, sort pour cumul de cartons. Et c'est en infériorité numérique que les Olympiens gèrent le reste de la rencontre, car aucun autre but ne sera marqué. Le match se solde finalement par le nul de 2 buts partout. L'ASCO occupe toujours la 6e place avec 43 points plus 10. Le COB est 7e avec 39 points plus 10.
Juste après, pour le compte de la 25e journée, la Jeanne d'Arc de Bamako s'est inclinée 2-0 devant l'AS Real de Bamako, habillée dans sa traditionnelle couleur, le noir et blanc. Dans ce match, il a fallu attendre la 68e minute pour voir l'ouverture du score par Ali Badra Sylla après la sortie de Kariba Sissé pour cumul de cartons. Une issue heureuse pour les Scorpions qui vont profiter de l'occasion pour signer un second but par Nico Ndaou à 5 minutes de la fin. Score final 2-0 pour les Réalistes. Avec cette victoire, le Real de Bamako occupe la 10e place au classement avec 35 points plus 6 et la Jeanne d'Arc la 4e place avec 43 points. Beaucoup de sport dans ce journal. Le public sportif malien n'aura Dieu ce dimanche que pour la Coupe de la Confédération et le match Stade malien de Bamako Djoliba Athletic Club. Une première pour le football malien. Le Stade malien qui a tout perdu sur le plan national veut conquérir le trophée qu'il a remporté en 2009. Pour débuter cette nouvelle aventure, les Blancs qui reçoivent les Rouges sont conscients de l'enjeu de cette première journée. Et à juste titre, Siragatou Sissé est allé voir la préparation du stade malien. Il était une fois un 5 décembre 2009, le stade malien de Bamako rayonnait sur l'Afrique. Revoilà le stade en phase de poule de la Coupe de la Confédération. En ligne de mire, la passe de 2. Le rêve est permis. Le ton sera donné ce dimanche face au Djoliba AC, un rival, une vieille connaissance. Pour cette bataille, le stade malien de Bamako sera privé du gardien et capitaine Soumbaïla Diakité et du défenseur Bakary Dembélé, tous suspendus. Ce duel fratricide vaut son pesant d'or. Nous, on prépare tous les matchs de la même manière. On est allé sur la volonté et le collectif de l'équipe. Un match de compétition africaine est toujours spécial, que ce soit contre Djoliba ou une autre équipe. Pour moi, c'est la même chose. L'état d'esprit, on est tous ensemble. On est confiant, et sinon je dirais très confiant même. Le Djoliba Stade, ça a été toujours un match difficile, mais c'est tous les matchs, c'est tous les 6 matchs dans la poule. Vraiment, le groupe est là, le moral est bon, on est tous concernés, on est concentrés, on travaille bien, on est déjà à l'internat, on prépare les matchs comme il faut. On va tout faire pour gagner ces matchs. L'équipe est en jambes, alternant les compétitions nationales et africaines avec son lot de tristesse et de joie. C'est donc en terrain connu que le stade malien se lancera dans le bain de la phase de poule. C'est un match historique pour le public malien. C'est la première fois que les deux équipes se retrouvent dans cette phase. Donc nous, on l'aborde avec beaucoup de sérieux et on veut aussi rentrer dans l'histoire. À la direction du club, toutes les dispositions ont été prises pour bien négocier ce passage. C'est un derby malien qui se trouve au niveau continental. Nous sommes sereins, nous travaillons dans la quiétude, nous travaillons dans le sérieux qui nous a toujours prévalu. J'ai foi en l'ensemble des supporters maliens, je sais que ça va très bien se passer. Ça va être une très belle fête avec à la clé une victoire du stade. Le 12e homme est là pour apporter son soutien sans faille. Le dimanche, comme tous les autres jours, comme tous les autres événements, nous allons jouer. Et le stade est tranquille, c'est une force tranquille. Et nous verrons, le stade va gagner, je le jure. Vivement dimanche, comme le stade malien, le Djoliba Athletic Club joue également sa deuxième phase de poule de la Coupe de la Confédération. Sacré champion du Mali il y a quelques jours et qualifié pour la demi-finale de la Coupe du Mali, le Djoliba entend ajouter ce trophée de la Coupe de la Confédération pour finir l'année 2012 en beauté. Le défi est énorme, mais les Rouges mettent tous les atouts de leur côté pour réussir ce pari. Al-Juma Tina ne me dira pas le contraire. La fièvre monte au site d'entraînement du Djoliba Athletic Club en prélude à la première journée des rencontres des poules de la Coupe de la Confédération. À Heremakono, l'actualité du club est désormais focalisée sur l'échiquier continental.
surtout une toute autre motivation. On rencontre un club malien qu'on connaît. Les matchs de championnat qu'on a eu à faire sont très différents de la Coupe africaine. Comme le sort a décidé que les deux clubs phares du football malien se croisent au devant de la scène africaine, il n'y a pas lieu de minimiser le moindre détail. La Coupe CAF est quand même un des objectifs majeurs pour le club. Les matchs du Djoliba Stars sont toujours joués sur des petits détails. Ça nous être prêts, d'être vraiment très vigilants, de tirer le maximum de nos forces. C'est deux équipes d'un même pays qui sont les plus dotées, que ce soit au nombre de titres ou de Coupe du Mali. Donc ça va être, comme je l'ai dit tantôt, un combat d'éléphants. Nous y croyons, nous allons nous battre pour réussir, comme on dit, ce triplé historique. Suivre avec leur compte d'effet amorcé depuis le début de la saison, c'est le sentiment qui anime les Rouges de Bamako. C'est un match de Coupe d'Afrique, donc on le prépare dans la plus grande sérénité. Puis on essaie d'être solidaire. La préparation se passe très bien. Avec l'entraîneur, on est en train de travailler avec des amis. Bon, on va essayer de donner vraiment le maximum pour le match de dimanche pour qu'on vraiment puisse faire quelque chose. Autant c'est un grand honneur de voir le Stade malien et le Djoliba parmi le cercle restreint des équipes du continent, autant leur opposition de ce dimanche doit combler les attentes de l'image du football malien. La qualification de ces deux équipes honore notre pays. Je leur dirais de penser au Mali, de penser à la situation actuelle de notre pays. Et en pensant à cette situation, nous serons obligés d'être sages. Pour leur seconde qualification pour la phase de poule de la Coupe CAF, Sadis et Djolibis seront en compagnie du Wydad du Maroc et d'Assé Léopard de Dolisie du Congo-Brazzaville. A noter qu'Alou Bagayogo du Djoliba AC sera absent ce dimanche pour cause de suspension. Un grand challenge dimanche donc pour le Djoliba Athletic Club et le Stade malien. Et toujours pour cette première journée de la Coupe de la Confédération pour le groupe A, les Léopards du Congo reçoivent dimanche le Wydad de Casablanca. Maintenant, place à notre dossier de ce journal. En ce mois de Ramadan, il est courant de voir des entraîneurs attribuer la défaite de leur équipe à la pratique du jeûne par des joueurs. Alors, la question, peut-on concilier Ramadan et sport de haut niveau? Notre reporter Boubacar Sissoko est allé voir et il nous dit effectivement qu'on peut bien concilier sport et jeûne à condition que ça ne soit pas un sport qui demande beaucoup d'énergie. Le sport est facteur d'intégration sociale. La pratique sportive a beaucoup de vertus. Ces vertus participent au maintien de la santé et au développement intégral du corps humain. Quant au jeûne, il est d'un devoir religieux. Son observance est une obligation pour tout bon musulman en bonne santé. C'est pourquoi on dit sport et jeûne riment parfaitement ensemble. Le sport est une activité de dégraissage qui apporte ce qu'on appelle un élément complémentaire sur le plan de la santé. Le jeûne aussi, c'est que les érudits ont l'habitude de nous dire en bamanankan koka farikolo tchakabo. Bon, cela veut dire tout simplement c'est éliminer les déchets au niveau du corps. Le sport est un élément également qui contribue à cela. Donc, dire que ça ne rime pas avec le sport, ça veut dire que c'est des activités rudes. Il s'agit tout simplement d'une pratique modérée parce qu'un sportif a besoin de son corps, a besoin d'épuiser en profondeur par rapport aux éléments nutritifs en réserve. Le jeûne également utilise ces réserves-là sur le plan corporel. Donc, en un mot, c'est deux éléments qui se concurrencent, parce qu'il faut le dire de façon très nette. Mais en fait, quand on est jeune, quelque part, ça ne joue pas beaucoup sur ce qu'on appelle la performance. Étant jeune, bon, ça n'a pas été du tout facile. Bon, comme à vrai dire, on a essayé de maintenir le match et puis ça n'a pas été facile. Avec le jeune, bon, on a essayé de s'adapter jusqu'à ce qu'on gagne le match. À cet effet, qu'en pense l'islam? L'islam est un peu plus kada ka ciba Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka kuma dola aya jira anna ka fo mu'min islamé mi na ya soro aya ko yalindu o kapsa ni islamé la fulé o ye kileni filana ciba sallallahu alaihi wasallam aya jira anna ko anga andun angu kala noni kala angu kala
bimana flash flila no ye kala boyi angu kala ola balontan ye femi al islamiyya la islamiyya ti bama akechugo nyumana mais ka foka sumbla aye o ti ben islamiyya la chugo sidela wani tuku ka sumbla aye fana ikado ka fo i ala soso ami ye sumbla balontan koso. Si la pratique sportive permet à l'homme de maintenir son corps en bonne santé, le jeûne purifie le corps et l'esprit. En effet, l'activité sportive doit être dosée pendant le mois de carême. Par contre, le sport intensif pourrait présenter des dangers à certains pratiquants. On a dit à nos joueuses d'éviter de jeûner parce que le match c'est à partir de 16h. Si tu es en juin, à partir de 16h, tu es affaibli. Donc ça serait très très difficile de jouer les 90 minutes de jeu. Donc pratiquement, c'est ma gardienne de but, elle seule, elle est en juin. Jeûner en sport, ça peut aller, les deux peuvent aller de pair. Donc ça dépend d'abord de l'organisme, d'abord de la personne proprement dite. Et ensuite, ça dépend de la charge de l'entraînement ou du match que vous avez à jouer. Au moment de l'activité sportive, le corps perd assez d'eau. Afin d'éviter la déshydratation, l'activité physique doit être modérée. Carême, on peut être confronté à un problème de déshydratation, même sans la pratique du sport. Donc, en plus de la pratique du sport, il faut modérer la charge et préciser le moment où on le pratique. Le meilleur moment, c'est de le faire à quelques minutes avant la rupture, pour qu'on termine avec ça. Je viens dans la salle de sport et c'est une bonne pratique parce que non seulement ça nous permet de faire passer le jeûne, mais physiquement on se sent mieux à la rupture du jeûne et on élimine le surplus de calories qu'on a emmagasiné à l'aube. C'est une très bonne pratique, on perd beaucoup de calories, on perd du poids et on maintient les muscles en forme. Pendant le sport, le sportif se déshydrate. Donc pour cette déshydratation, il n'est pas indiqué, dans certains sports, les sports d'endurance comme le cyclisme, il n'est peut-être pas indiqué que la performance ne soit émoussée. Mais il y a peu d'études dans le domaine, mais les études qui ont été faites dans le domaine pour ce qui nous concerne, qui est le football, il n'a pas été évident qu'il y ait une différence entre celui qui fait le ramadan, qui joue le football, et celui qui ne fait pas le ramadan. S'agissant du sport de haut niveau, la performance pourrait prendre un coup en observant le jeûne. Ce qui est surtout recommandé, c'est le dosage de la pratique sportive. Quand je jeûne pas, j'ai plus de tonus, j'ai plus de force, j'ai plus d'endurance aussi. Par exemple, là, si je devais faire un mouvement, je ne pourrais pas utiliser 100% de ma force. Je serais peut-être genre à 50-60%. Vu que mon corps n'est pas hydraté, j'ai pas de glucides, rien dans le corps depuis ce matin. Disons qu'on jeûne les jours d'entraînement, mais les jours de compétition, c'est interdit de jeûner. Mais bon, libre à nous de jeûner, mais genre, on n'aura pas le même rendement. Et comme vous savez, le milieu professionnel, ça pardonne pas. Jeûner ou pas, ils veulent juste le rendement dans le terrain. Donc on préfère ne pas jeûner les jours de match. On a perdu, mais ce n'est pas si grave parce que aujourd'hui, j'ai mis des jeunes joueurs, des éléments nouveaux qui n'ont même pas joué un match du championnat. Parce que par rapport à le mois de carême, bon, j'ai essayé d'écarter beaucoup de joueurs cadres de l'équipe parce qu'ils n'ont pas laissé le carême. Les spécialistes en santé déconseillent le sport de haut niveau quand on est à jeun. Par ailleurs, l'organisme humain a des capacités limitées. Comme toute autre personne, l'alimentation du sportif doit être riche en calories pour faire face aux dépenses en énergie que le sport lui impose. Comme disent les préceptes du Saint-Coran, le mois de Ramadan fait office d'école, de patience et de volonté surtout. Du lever au coucher du soleil, on doit s'abstenir de boire et de manger. Il faudrait également dominer ses pulsions. Une période propice pour développer également la résistance et l'endurance, deux éléments indispensables pour réaliser de bonnes performances sportives. Voilà, le mot a été lâché. Le mois de Ramadan, c'est un mois de beaucoup d'endurance. Et je rappelle que le compteur affiche déjà 15 jours. 15 jours se sont écoulés pour ce mois de Ramadan. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal.
Demain, 13h, Nyanya Aliou Traoré. Et quand il sera 20h45, je serai heureuse d'être là pour l'édition de la soirée. D'ici là, nous restons de cœur et d'action avec nos compatriotes vivant sous occupation. Nous ne les oublions pas. Excellente nuit à tous. Au revoir.